Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio, FEComércio Sesc Senac, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Hoje conosco temos a honra de receber o Major Philippe Salenave, da Direção-Geral de Segurança Civil e Gestão de Crises da França, olha a honra, onde atua como coordenador de cooperação institucional. Com mais de 17 anos de experiência prática e acadêmica, ele lidera hoje a integração técnica entre França e diversos países da América Latina, incluindo organização de missões, formação de bombeiros sob padrões da ONU e cooperação intergovernamental com México, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Sua presença aqui reforça a essência do Farish Forest. Nós estamos hoje aqui no Farish Forest, esse evento muito importante dos bombeiros de Mato Grosso, que é construir pontes entre saberes, construir metodologias compartilhadas e elevar o padrão de resposta institucional. É uma honra contar com o senhor aqui nesse episódio, Major Salenave, seja muito bem-vindo. Welcome. Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un véritable honneur d'être là pour l'enregistrement de ce podcast. Major, o senhor poderia nos contar um pouco sobre o papel da Direção-Geral de Segurança Civil e Gestão de Crises da França e como ela atua internacionalmente? Monsieur, vous pouvez parler avec le papel national? Donc, notre direction générale de la sécurité civile appartient au ministère de l'Intérieur. Et au sein de cette direction générale, nous avons un département qui s'appelle le département des missions des relations européennes et internationales. Nous sommes une petite dizaine d'officiers de liaison, chacun responsable d'une zone géographique dans le monde. Et pour ma part, donc, je suis responsable de toute la coopération pour la zone Amérique et Caraïbes. Et en fait, la mission qui nous incombe, c'est de pouvoir développer tout type de coopération dans l'environnement de la sécurité civile avec des partenaires qui souhaitent s'associer à la France. Et l'idée pour nous est de pouvoir avoir des échanges de haut niveau avec les différents pays, dont ceux que vous avez cités, pour justement nous-mêmes pouvoir nous améliorer et avoir une vision un petit peu différente de celle que nous avons dans un environnement européen complexe. Le fonctionnement de notre coopération, nous considérons tous les partenaires au même niveau que nous sommes associés pour améliorer nos différentes techniques aujourd'hui dans un monde où le changement climatique devient majeur. Major, na sua experiência, quais são os maiores desafios enfrentados na gestão de incêndios florestais em países com grande diversidade biogeográfica, como é o Brasil e a França? Alors, la première chose à comprendre, c'est que votre pays est particulièrement gigantesque par rapport à la France. Juste pour redonner des chiffres, pour bien positionner la taille de la France métropolitaine avec ses territoires outre-mer, c'est environ 640 000 km². Je sais que l'État du Mato Grosso, ce sont environ 900 000 km². Donc forcément, les perceptions que nous avons dans les différents défis sont totalement différentes par rapport aux moyens à disposition pour combattre ces défis. Pour nous, le principal enjeu aujourd'hui, pour le futur, c'est combattre ce qu'on appelle les grands feux, les feux catastrophes. Mais sans vouloir faire sourire tous ceux qui vont nous écouter, un très grand feu en France, un vrai feu catastrophe, ce sont environ 10 000 hectares. Aujourd'hui, nous travaillons sur des feux généralement de plusieurs centaines d'hectares. Nous savons bien les traiter. Cela fait plusieurs dizaines d'années que notre dispositif de lutte fonctionne plutôt bien. Mais aujourd'hui, avec ces feux catastrophes pour nous, donc d'une dizaine de milliers d'hectares, nous avons besoin de changer notre point de vue. Et c'est pour ça que pouvoir échanger avec le Brésil, où une dizaine de milliers d'hectares, c'est quelque chose de presque insignifiant, si je puis dire, c'est très important pour nous. Quais lições a França aprendeu ao longo dos anos na prevenção de grandes incêndios florestais e como essas lições podem ser úteis para países da América do Sul? Quelle sont la France? É porque ele acabou de dizer, né, que os incêndios lá são menores, né? Oui, quelle leçon vous pouvez parler avec les feux de forêt de la France dans l'histoire? Historiquement, oui. Les grands feux de forêt en France? Oui, c'est ça. Notre grande problématique dans les feux de forêt, c'est ce qu'on appelle les zones dites d'interface.
C'est-à-dire que une forêt qui brûle va systématiquement arriver sur une zone habitée. Et la problématique, dans l'ordre de priorité en France, nous devons avant tout protéger les personnes, les biens et ensuite l'environnement. Donc lorsqu'un feu de forêt arrive sur une zone habitée, malheureusement, nous devons prioritairement protéger la zone habitée qui aura peut-être été évacuée et donc laisser le feu peut-être prendre une autre dimension pour pouvoir le traiter un petit peu plus loin. Aujourd'hui, notre dispositif de lutte est très clairement orienté sur l'anticipation. Nous essayons de deviner le parcours du feu pour pouvoir l'arrêter dans les meilleures conditions possibles. Le point majeur pour nous, c'est un incendie de forêt qui se situerait dans le sud de la France, une zone très touristique avec beaucoup de camping où il faut faire des évacuations de masse. Voilà un petit peu les enjeux pour nous. O senhor tem liderado projetos de cooperação com vários países latino-americanos. Quais boas práticas o senhor identificou em suas missões na Colômbia, Equador e Peru e que poderiam inspirar o Brasil? Les bonnes pratiques qu'avez-vous fait avec les feux de forêt dans la Colombie, de l'Équateur, que vous pouvez parler avec nous dans le Brésil? Dans les échanges que l'on peut avoir avec la Colombie, on va noter un très bon leadership. Nous travaillons surtout avec la Defensa Civil colombiana, qui a une très forte connotation militaire. Donc la structuration du commandement est quelque chose d'un petit peu naturel pour eux. Et d'expérience, nous, en tout cas en France, nous savons que si une structure de commandement est bien faite, cela va aider pour combattre les incendies. Ça, c'est un point particulier que l'on peut avoir avec la Colombie. J'ai en tête un autre point avec la Bolivie, où en Bolivie, donc les sapeurs-pompiers ont un statut de policier aussi. Et la lutte contre les feux de forêt est une prérogative des forces armées, donc des militaires. Donc ce sont deux ministères différents qui doivent travailler ensemble à un moment donné pour la lutte contre les feux de forêt. Et nous avons essayé de mettre ces deux partenaires autour de la table pour travailler leur doctrine de lutte contre les feux de forêt. La Bolivie, ce sont des immensités un petit peu comme les vôtres, vous le savez très bien. En 2019, ce sont 6 millions d'hectares qui ont brûlé et en 2023, ce sont 10 millions d'hectares. C'est énorme. Donc même pour nous, faire face à des immensités aussi larges de surface brûlée, c'est quelque chose qui nous pose question. Cela nous implique, nous, de revoir notre propre mode de fonctionnement si l'on souhaite travailler sur ce type de taille en termes de feux de forêt. Major, como a França tem estruturado suas capacitações técnicas para profissionais da linha de frente em incêndios florestais? Comment la France avait l'école de sapeurs-pompiers pour combattre les feux de forêt? On est sur les formations, c'est ça? Oui, seulement la formation. D'accord. En France, nous avons deux types de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Un sapeur-pompier professionnel, c'est son métier. Il est sapeur-pompier. Le sapeur-pompier volontaire a un métier et sur son temps libre, il donne du temps pour être sapeur-pompier volontaire. Au niveau des formations en France, toutes les formations sont structurées un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que nous avons le nom de la thématique, nous allons prendre le feu de forêt et on mettra à côté le numéro de la formation. C'est-à-dire que, par exemple, le feu de forêt niveau 1, c'est l'équipier. Niveau 2, le chef d'équipe. Niveau 3, le chef de groupe. Niveau 4, le chef de colonne ou le capitaine. Et du coup, chaque formation, sur ces 4 niveaux par exemple, a un volume horaire obligatoire pour acquérir cette formation. Et en France, on ne fait pas de différence entre les professionnels et les volontaires. Tout le monde doit faire le même type de formation. C'est-à-dire que pour nous, sur toutes les thématiques, la formation est adaptée à notre doctrine opérationnelle, peu importe le statut du sapeur-pompier. Pour vous donner l'exemple de l'importance du feu de forêt, aujourd'hui, le feu de forêt n'est pas dans le tronc commun de la formation initiale d'un sapeur-pompier. Dans certains départements où le feu de forêt est très présent, cette formation feu de forêt est techniquement dans le tronc commun. À cause un petit peu du changement climatique, nous considérons le feu de forêt comme ce qu'on appelle un risque courant. Donc, il faut avoir une formation dès l'entrée chez les sapeurs-pompiers. Major, como a inteligência artificial agora ela está surgindo, né? E o georreferenciamento e sistemas de monitoramento via satélite têm ajudado a França a agir com rapidez. Comment l'intelligence artificielle pouvait aider la sapeurs-pompiers de la France avec les satellites
le système de monitoring. Aujourd'hui, dans les postes de commandement, si on prend uniquement l'exemple des feux de forêt, nous avons des capacités techniques de géolocalisation de tous nos véhicules. Ce qui permet de manière classique de pouvoir visualiser sur une cartographie où sont les différents engins sur la thématique feux de forêt, par exemple. Nous pouvons aussi activer un dispositif satellite européen qui s'appelle Copernicus pour avoir de la cartographie. Donc cette partie satellitaire, cela fait quelques années que cela existe maintenant. Aujourd'hui, on est en capacité, comme beaucoup d'autres pays, je le pense, de pouvoir faire décoller un drone et réaliser une cartographie de la zone qui nous intéresse pour pouvoir ensuite la transférer dans notre poste de commandement. Vraiment, je pense que la technologie aujourd'hui nous permet réellement d'avoir une photographie au sens très large de la zone sur laquelle nous souhaitons travailler pour pouvoir mettre dessus tous les moyens techniques nécessaires pour lutter contre un incendie. C'est ce qui est une grande plus-value pour la partie donc antecipação e decisão dans la lutte contre les feux de forêt. O senhor poderia compartilhar alguma experiência marcante envolvendo o uso de drones, aeronaves ou sensores térmicos em operações recentes? Votre expérience dans l'hélicoptère, si vous voulez parler. Ah, Ouais. Dans mon expérience professionnelle, il y a malheureusement beaucoup trop d'années maintenant, j'étais responsable d'un détachement d'intervention héliporté. C'est-à-dire qu'on était une équipe d'une vingtaine de militaires à l'époque, et nous travaillions avec 3 hélicoptères. Le but était de pouvoir accéder à des zones montagneuses où il n'y avait pas de piste pour les véhicules et où l'accès à pied était très compliqué. Le principe était très très simple, c'était pouvoir déposer les hommes et le matériel au plus près du feu, en zone non accessible, afin de lutter et de l'éteindre dans les meilleures conditions possibles. Donc, je sais que ce genre de dispositif serait très utile au Brésil, non pas pour les zones inaccessibles montagneuses en particulier, mais surtout par rapport aux extensions du pays. Techniquement, pour la France, nous allons faire 20 km en camion de pompiers. Vous allez peut-être devoir en faire 300 en hélicoptère ou en avion. Donc je pense que l'hélicoptère est un moyen de lutte très efficace et très adapté à la géographie du Brésil, notamment par rapport à ses étendues. Et juste pour votre information, la semaine prochaine, je suis invité au Cuerpo de Bombeiros Militar del Distrito Federal pour justement parler, entre autres, de ce dispositif de lutte contre les feux de forêt par hélicoptère. Major, como o senhor vê a importância de evento como esse que a gente está aqui, o Forest Fire, realizado no coração da América do Sul para fortalecer a cooperação entre a França e o Brasil? Comment vous voyez ce congrès international, l'importance de ce congrès par l'Amérique du Sud en général? Je suis convaincu que les événements internationaux comme celui-ci sont la clé de l'échange entre différents pays et de la réussite pour modifier, restructurer une doctrine. Et quand je vois donc la petite dizaine de drapeaux internationaux qui est dans la salle de conférence au niveau des conférenciers qui sont venus, je suis convaincu que votre séminaire international est une réussite et qu'aujourd'hui il est certainement ciblé par d'autres pays pour venir. Quand je vois le panel, enfin le nombre de conférenciers internationaux et le type de conférences auxquelles j'ai pu assister, vous avez une vision assez large sur la lutte contre les feux de forêt et je pense que c'est la meilleure des choses parce que cela montre que, en fait, au Brésil, on ne s'interdit rien pour réfléchir afin de capter peut-être une très bonne idée qui sera adaptée à la géographie et le fonctionnement du pays. Titre d'exemple, en France, début octobre, nous avons notre congrès national des sapeurs-pompiers, qui est un congrès annuel. Et cette année, nous avons une partie internationale qui est un petit peu plus développée que les années précédentes. En fait, on s'aperçoit très clairement que des moments d'échange très pompiers où on accueille des pays étrangers, c'est la base d'une meilleure réponse à terme. Le principe le plus simple, plutôt que d'aller dans certains pays voir ce qui se passe, c'est peut-être plus efficace de faire un événement avec un grand rayonnement international dans lequel les gens d'autres pays vont venir spontanément. Et je tiens à signaler que l'organisation qui est faite par le Mato Grosso est absolument remarquable. Major, que conselho o senhor deixaria aos gestores brasileiros que desejam estruturar as suas defesas civis
com base na experiência europeia? Actuellement, au niveau fédéral, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intégration et du Développement Régional, et notamment la SEDEC, la Secrétariat de Defensa Civil. Nous avons ce qu'on en appelle donc une déclaration d'intention qui a été signée au niveau ministériel, et nous sommes en train de décliner ce que l'on appelle, nous, la feuille de route pour les 2 années à venir, qui va définir le type de coopération technique que nous souhaitons mettre en œuvre entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, nous savons que le Brésil est très intéressé sur le fonctionnement intergouvernemental que nous pouvons avoir, interministériel en France. Parce que votre fonctionnement avec les 27 provinces génère une problématique de par la coopération fédérale, et le système français est regardé avec attention pour voir comment améliorer cela au niveau du Brésil. Et sans dévoiler aucun secret, nous allons très rapidement accueillir quelqu'un en France qui va venir faire un petit séjour d'une dizaine de jours, je pense, au sein de notre centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Pour nous, c'est notre réacteur nucléaire national de la gestion de crise. Une des premières coopérations qui sera faite. Et pour vous dire, sur une thématique qui nous intéresse beaucoup, nous allons probablement envoyer quelqu'un mi-janvier à Brasilia sur, malheureusement, la période d'inondation que vous avez systématiquement, parce que votre gestion des inondations nous intéresse beaucoup, parce que la France commence à être confrontée à des inondations dont nous n'avons pas l'habitude. Donc vous voyez, nous sommes des partenaires où malheureusement nous avons besoin d'échanger aussi sur nos problématiques en termes de risques naturels. Por fim, qual a mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes brasileiros sobre a importância da cooperação internacional do combate aos incêndios florestais? Alors c'est une question assez complexe quand même. Hein. É uma questão muito complexa. Mais je vais me risquer sur certaines petites choses, oui, en effet. Je pense que lorsque l'on est à regarder ce que font d'autres pays au niveau international, il y a une chose principale qu'il ne faut jamais oublier. Toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister dans d'autres pays et qui semblent très intéressantes, si elles n'apparaissent pas utiles dans le pays, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et aller chercher des bonnes pratiques, c'est toujours très intéressant, mais il faut être certain d'avoir les capacités internes de pouvoir faire des modifications qui seront acceptées. Parce qu'il peut exister beaucoup d'évidence sur des choses qui sont à faire pour réduire un petit peu certains risques ou l'affectation des risques vers des populations. Mais si certaines populations, de par leur culture millénaire, ne sont pas prêtes à accepter certains changements, ce serait compliqué de les proposer ou de les faire passer peut-être en force. Je prends le cas que j'ai pu vivre en Équateur lorsque j'y étais sur la partie amazonienne. Une zone d'inondation était très clairement identifiée depuis des dizaines d'années, et il y a eu une proposition aux habitants de déplacer leur maison en zone non inondable. Donc naturellement, nous sommes sur des populations indigènes qui sont en place depuis des centaines d'années presque au même endroit. Et lorsque j'ai pu parler avec ces gens-là, ils m'ont expliqué quelque chose de très simple pour eux, c'est que c'est la fatalité. Et si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Là où je suis, c'est ma terre, et je ne bougerai pas de ma terre. Européen, c'est compliqué à comprendre, parce qu'on voit très clairement que la culture est très importante au niveau de certaines populations indigènes. E antes de encerrar, eu queria pedir para o senhor, em poucas palavras, dizer para a gente o que faz valer a pena toda a luta em defesa ao meio ambiente e à vida. E qual seria o legado que o senhor gostaria de transmitir? Je pense qu'il n'y a pas plus noble combat que d'essayer de préserver la nature. Le plus compliqué, je pense, c'est de préserver la nature tout en étant respectueux de la nature. Aujourd'hui, il y a une course à la technologie qui parfois, malheureusement, peut être en contradiction avec le respect de la nature. Et je crois que l'enjeu par rapport au changement climatique sera très certainement de trouver quel est le point moyen adéquat entre nouvelles technologies et respect de la nature déjà présente bien avant nous. É verdade. Major, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Merci beaucoup. Obrigado. Sigam as nossas redes sociais, @FEComércioMT, Senac MT e Sesc MT, e ativem o sininho no YouTube para ficar por dentro de mais podcasts com o Pode Crer. Até mais. Tchau.